Ah, tu vas faire un suivi, Fred. Merci d'être là. Un grand plaisir. D'auditeur, finalement, qui réagissait à ta dernière chronique. Exact. Ben, la semaine dernière, on se parlait, Isabelle, puis je finissais un peu en ironisant, en disant quoi, vous êtes capable de lire des livres, vous n'avez pas envie d'ouvrir Twitter après 2 pages et demie seulement. Puis il y a un auditeur, Augustin, qui nous écrit, qui m'a écrit en fin de semaine, il dit c'était super intéressant, j'ai entendu ton segment à la radio sur l'utilisation de l'IA par les enfants à l'école, et là, je vais le dire comme il l'écrit, j'ai vraiment relate quand t'as dit que tu n'arrivais pas plus à lire de livres. Alors, il s'est senti interpellé par ce commentaire. Puis bon, ça va faire réfléchir à notre génération, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont tellement habitués d'avoir là, les vagues de dopamine qui viennent des réseaux sociaux que un bon vieux livre, c'est rendu plus difficile. Puis là, j'ai des bonnes nouvelles, là, parce qu'on a une collègue, Jessica, en régie, là, qui lit des livres constamment, là, donc c'est pas la génération au complet qui est pognée là-dedans. Quand tu dis votre génération, c'est les millénarios? T'es-tu millénario, toi, ou t'es après ça? Moi, je suis très millénarial, là, direct dedans, là, comme on dit. Mais direct dedans. Puis je trouvais ça intéressant parce que j'ai fait des recherches, je me disais, OK, est-ce que c'est déjà arrivé, ça, dans l'histoire, là, qu'on se pose cette question-là? Puis il y a quelques mois, là, il y a un article qui est sorti dans le New Statement en octobre 2024 qui disait « Est-ce qu'une génération complète a perdu son habilité à lire des livres? » Puis là, on faisait référence à une discussion Twitter qui avait évolué en série d'articles sur le fait que c'était à l'université que les jeunes ils trouvaient qu'il y avait trop de lectures à faire. Que c'est des lectures obligatoires. Exact, que c'était trop leur demander, là, 200 pages par semaine, etc. Puis là, je trouvais ça intéressant. L'article disait, ben, tu sais, est-ce que maintenant, à l'ère de la technologie, on peut utiliser des résumés? Est-ce que c'est le seul moyen d'accéder à ça? Oui, mais ensuite, on doit faire confiance à la personne ou à l'outil technologique qui a fait le résumé. Si c'est un résumé sur TikTok, là, ben on sait qu'on va souvent prioriser l'engagement plutôt que la pure vérité objective. Là, puis moi, j'avoue, puis peut-être que c'est parce que je suis pas dans la cible, mais j'ai vu ça beaucoup passer, des résumés de livres. Moi, je lis beaucoup, alors j'imagine que ça pop dans mes affaires à cause de ça. Mais je vois pas l'intérêt de lire un 5 minutes de résumé de livre. Ben, je te dirais que c'est comme un bonbon, on dirait. C'est comme, OK, je vais le savoir tout de suite. Là, j'aurais pas besoin de faire l'effort de passer autant de temps avec ça. Puis je me dis, c'est une méthode de consommation différente. Là, ça revient à ce qu'on disait la semaine passée, que le voyage, c'est le chemin que tu parcours, là, pas nécessairement seulement la destination. Je pense que c'est la même chose avec la lecture. Puis je trouvais ça intéressant parce que j'ai creusé un peu plus. Puis j'ai trouvé un article du HuffPost qui dit « Pourquoi les millénials ne peuvent pas lire et pourquoi nous devrions. » Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un article de 2014. Ça fait 10 ans. Alors, je trouvais ça incroyable parce que je me disais, OK, ben dans le fond, c'est pas nouveau, là, ces préoccupations-là. J'allais te dire, écoute, je suis sûr qu'à l'Antiquité, ils déroulaient leur parchemin et en pleine assemblée, tu comprends, dans l'agora, ils se plaignaient, les philosophes, que plus personne lisait. Mais non, c'est un grand classique. Même, je me souviens, il y a des textes historiques qui disent l'avènement des journaux papier dans les autobus, que les gens se plaignent. Ah, les gens, ils lisent leurs journaux dans l'autobus, ils communiquent plus entre eux. T'sais, bon, on en a toujours un peu contre la jeunesse. Là, on est bon pour s'auto-stigmatiser. Là. Mais moi, je pense toutefois, tu sais, pour moi, c'est un baromètre de la démocratie, la vigueur de la littérature. Et ça, c'est mon hypothèse. Mais tu sais, et c'est pour ça que je suis toujours ravie de voir qu'au Québec, notre littérature, que ce soit jeunesse ou adulte, va bien. Surtout depuis, cette année, ça a été les salons du livre, ça a été très, très bon, les chiffres. Là, on a des auteurs, des autrices. Les gens sont curieux. Ils amènent leurs enfants au salon du livre, que ce soit à Montréal, à Québec, un peu partout en région, il y en a. C'est des belles vitrines. Et puis pourquoi je dis que c'est comme un vecteur qui témoigne de la démocratie, c'est que dans les pays où les citoyens ont peu de droits, ben, ils ont, entre autres, pas le droit de lire. Et quand on voit dans les pays, entre autres, qui sont peu ouverts aux droits des femmes, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit d'apprendre à lire. Le livre représente la liberté. C'est comme un symbole ultime de liberté. D'ailleurs, tu as sans doute lu Fahrenheit 451. J'avais lu 1984. J'avais pas lu Fahrenheit. Mais Fahrenheit... Et comme, pour moi, si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est un petit livre là, de Ray Bradbury. Je vais te sortir ça tout de suite. Tu vas me dire. Oui. Mais en fait, Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle le papier brûle. Mais il y a eu Ray Bradbury. Bradbury, voilà. Et il y a dans ce livre-là, c'est un livre sur la démocratie et sur le manque de démocratie, les sociétés. Écoute, c'est fabuleux, puis ça te montre à quel point tu peux vite la perdre.
Et ça passe par la lecture. Oui, non, puis bon, ce que tu me dis, c'est qu'il y a de l'espoir, parce qu'à l'école, au moins, on nous fait lire. Là, mais moi, je me souviens, là, comme je suis très reconnaissant d'avoir lu des classiques au secondaire puis au cégep. Là, bon, Albert Camus, c'est grâce à mon parcours scolaire que j'ai lu ça. Mais justement, là, je me dis, mon Dieu Seigneur. On devrait relire L'Étranger. Ben oui, L'Étranger, c'est un de mes livres préférés, si c'est pas mon livre préféré. Là. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il y a tellement de belles philosophies là-dedans. Mais donc, je trouvais ça intéressant de savoir que simplement en parlant à la radio, il y a d'autres gens de ma génération qui disent « Ah oui, moi aussi, je suis un peu tombé dans ce piège d'avoir de la difficulté à sortir du papier puis à prendre le temps de le faire. » Donc, ça me donne le goût. Puis ça, on s'était dit, là, on va jaser de sujets qui sont hors médias sociaux là, pour réussir à outrepasser. Mais avant de faire ça, je reviens rapidement sur le gala Influence Création qui avait lieu en fin de semaine aussi. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'auditeur qui nous a écrit m'a croisé à ce gala-là. C'est un photographe. Ah, t'es allé? Oui, exact. Oui, je suis allé faire un tour. Puis ce que je trouve le plus intéressant, toujours, c'est de voir à quel point l'industrie de l'influence se structure et s'organise d'année en année. Là. C'est la 3e édition de ce gala-là. Là, c'est drôle, on était en régie puis on s'en jasait. Là, en dehors des médias traditionnels, il faut quand même dire. Exact. Mais tranquillement, il commence à avoir de plus en plus de ponts entre ces industries-là. Là, puis j'en jasais avec Florence et Jessica qui sont des jeunes collègues qui me disaient ah là qui a gagné puis est-ce que cette personne-là aurait mérité de gagner, etc. Moi mon souvenir de la soirée, j'ai écouté avec attention là, c'était beaucoup plus wow, tout le monde est dans la même pièce, on peut se jaser, on peut se voir, tu sais il y a de quoi qui se passe au niveau de c'était pas un gala numérique. Non, exact. Dire, non mais puis pour des gens qui sont souvent derrière leur écran, derrière leur ordinateur, c'est intéressant. Puis je pense que aussi un autre moment important de la soirée au-delà du fait qu'il y a certains vieux créateurs qui ont gagné là, moi je fais partie de la première génération, peut-être même la première et demie des générations des créateurs numériques là, maintenant il y en a un paquet de nouveaux. C'est vrai que ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais, quand même là, mais rien comparé à Murphy Cooper qui a gagné un prix qui lui fait ça depuis 97. Mais moi aussi j'étais sur internet en 97. Ah, c'est une vedette TikTok incroyable, mais il a fait des blogs, il est très connu sur internet. Tu devrais savoir ça, le genre. Ouais, ben peut-être là, tu devrais l'inviter peut-être, ça serait intéressant, ça serait tout un spectacle en fait. Murphy Cooper, ben oui. Mais non, ce qui est intéressant aussi, c'est que français? Oui, absolument. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a enregistré un message. Ben je le connais, ben oui. Ben oui, voilà, Murphy Cooper avec sa belle moustache, on le connaît souvent. Okay. Mais c'est ça, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que le ministre de la Culture a fait un message en disant les créateurs numériques, vous êtes le futur, vous faites partie de l'avenir de la culture au Québec. Alors, tu sais, à l'époque où il y a des projets de loi pour la découvrabilité, où on veut aider les médias traditionnels, où on trouve ça absolument important de le faire, il y a une place aussi qui se crée vers une nouvelle industrie. Tu sais, si on parle de culture au Québec, bien sûr, il y a ce que nous on fait, puis ce que la radio fait, puis ce que la télévision fait, puis ce que le cinéma fait, puis ce que le théâtre fait. Tu sais, musique, tout ça c'est essentiel. Mais là, tranquillement, si on trouve que c'est important d'avoir une culture forte et en santé, ben peut-être qu'il faut aussi tranquillement inclure les influenceurs et les créateurs numériques et les indépendants aussi là-dedans. Là. Donc, de voir qu'un ministre était là pour... Bon, il était là en vidéo, là, mais pour annoncer le créateur ou la créatrice de l'année, c'est quand même c'est inattendu. Là, quand on pense à il y a 10 ans, là, justement, quand moi je faisais ça, là, on était tellement des pirates, là, dans le sens où on était en marge de l'industrie complètement, de voir que cette industrie-là, tranquillement, est en train, j'ai envie de dire, de fusionner, c'est fascinant. Oui, effectivement. Mais ça a été encore jusqu'à récemment perçu comme quelque chose d'un peu obscur et surtout comme une compétition pour les médias traditionnels. Oui. Alors que ça l'est encore un peu, je t'avoue, au niveau publicitaire, là, c'est ça, tout est là, tout est dans l'enjeu. Puis après, dans le, tu sais, quand tu parles de TikTok, quand tu parles de toutes ces plateformes-là qui sont quand même sous contrôle de grands magnats américains, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Moi, je me range du côté des créateurs. C'est vraiment ça, au niveau de la créativité et de la culture. Tu as raison que c'est au sein d'un système. Voilà, je pense que pour le gouvernement, il faut trouver le moyen d'avoir différents bras pour gérer ces enjeux-là. Là. Un bras pour parler aux plateformes en tant que telles, les Américains, les Chinois qui contrôlent ces plateformes-là, mais aussi avoir une idée sur le contenu là, de ce qui se passe. Puis c'est deux affaires différentes. Là. Mais tu sais, qui ont tellement le contrôle. Tu sais, pense à Facebook, entre autres. Tu sais, moi, mon article, je veux le partager. Mon article de la fin de semaine, je veux le partager. Je suis obligée de le prendre en photo. Oui, ça, c'est... Oui. Parce que Facebook a décidé de... les libéraux fédéraux pour ça. Mais tu sais, mais en même temps, c'est une façon pour Facebook de dire, regarde, je fais ce que je veux, je bloque ton contenu. T'imagines le pouvoir? Ça en prend deux pour danser. Là, non, je suis d'accord. Puis, mais tu sais, c'est ça...
on est on court après notre queue là, par rapport à ça, là, dans le sens où tu sais, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Comme tu dis, moi, tu sais, il y a plein d'animateurs et de chroniqueurs traditionnels que je respecte et que j'admire qui se servent de ces médias-là constamment. Tous les jours, grâce à Jessica Giroux, d'ailleurs, qui nous fait nos TikTok, nos Instagram, nos YouTube. Elle est exceptionnelle. Florence aussi, qui m'aide beaucoup à maintenir mes réseaux sociaux en vie parce que c'est quand même, ça prend du temps. Comme ça, c'est Murphy Cooper qui a gagné Influenceur de l'année? Non, c'est Ali Brassard, mais Murphy Cooper a gagné un prix important lui aussi. Tu sais comment je le connais? Comment tu le connais? Ben, moi, je regarde beaucoup tout ce qui est récupération, surcyclage. Oui, donc il fait ses propres vêtements, il est incroyable. Il fait ses propres vêtements, c'est vraiment... Mais il s'est renouvelé à tellement de reprises dans sa carrière. C'est vraiment un artiste. Vous irez voir fascinant. ça. Ouais. Mais voilà. non, mais je voulais juste avant qu'on se quitte aussi, parce qu'on s'était dit, on avait parlé d'autres choses que les médias sociaux. On se quitte jamais. On est toujours ensemble. Oui. John Steinbeck, qui a écrit Des souris et des hommes. Oui. Comment écrivait-il? Parce que... mais parce que tu m'as demandé de sortir des médias sociaux un peu. Je me suis dit, OK, on va faire un peu de culture. Ça t'a piqué, hein? Ben oui, mais ça m'a stimulé, Isabelle. Je me suis dit, OK, voilà un défi intéressant. J'ai encore trouvé mes informations sur Internet. Je suis pas allé lire, j'ai pas lu Des souris et des hommes. Je l'ai lu dans le temps, là, quand j'étais jeune, à l'école, justement. Je m'en souviens plus, je sais qu'il y avait des souris puis des hommes. C'était... il n'y en a pas trop, en fait. C'est ça l'affaire. Il n'y en a pas vraiment. Non. C'est une métaphore de la condition humaine. Exact. C'est un chef-d'œuvre. Oui, absolument. Le vieil homme et la mer. Ça, tu vois, je l'ai pas lu. Il faut, mais je sais que c'est important. Oui. Mais ouais. non, mais comment écrivait-il, John Steinbeck? Eh bien, il disait qu'il fallait écrire sur ce que l'on aime profondément ou ce que l'on déteste profondément. C'est vrai. Alors, c'est un peu comme la radio. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Et il dit aussi que la discipline de l'écriture punit à la fois la stupidité et la malhonnêteté, comme la radio. Hein? On peut pas vraiment être niaiseux. Des fois, je le suis un peu, ça c'est sûr. Mais on peut pas être malhonnête, ça c'est clair. Les gens l'entendent dans notre voix. Ben non, à la radio, c'est sûr. Donc voilà, John Steinbeck qui nous enseigne à être honnête dans notre écriture, mais moi j'ajoute dans notre voix radiophonique aussi qu'il faut être vrai, et c'est ce que nous faisons à chaque semaine, Isabelle. C'est chouette de parler à vous de livres. Oui, c'est J'adore génial. Ça. Maintenant, il faut que je les lise. Oui, il y a ça. Je viens de t'en rajouter un. Oui. Le vieil homme et la mère. Mais tu vois, ça c'est l'autre chose. Des fois... Qui a eu le prix Pulitzer en mai 1953. Et le prix Nobel de littérature en 54. Je vais faire un parallèle entre Le vieil homme et la mer et les films d'horreur. Moi, j'ai trop peur d'aller voir des films d'horreur. Incapable. Mais j'ai une curiosité qui fait que je vais lire le synopsis sur Wikipédia. Je me dis, OK, j'irai pas voir le film parce que ça va trop me rendre anxieux, mais je vais lire le synopsis. Mais Le vieil homme et la mer, c'est sûr que j'ai lu le synopsis pour des raisons similaires. C'est le livre qui me fait peur. C'est le temps que ça va me prendre, rester assis pour rien faire. Non, mais sans blague. Donc, encore une fois, je pense que c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Au moins, je sais de quoi il est question dans Le vieil homme et la mer. Mais on passe à côté de la métaphore du livre qui est, tu sais, il faut être patient, puis la vie, c'est compliqué, puis on va toujours chercher à avoir un peu mieux. Tu sais, finalement... C'était mon lien pour mon prochain sujet. Oui, Moby... bien sûr, c'est poisson. Exact. Oui. Moi, ça m'a intéressé tantôt l'affaire des 3 cannes de thon par semaine. Moi, j'en mange pas mal des cannes de thon ici à Cube en régie, là. Ouais. Faut que je fasse attention. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'heure de lunch. Ouais. Une chance que j'ai aussi des noix et des arachides. Et je vais parler à un guide de pêche, entre autres, qui pensait qu'il y avait le cancer. Ben c'est ça. Non, mais moi, j'ai vu ces articles-là. Je trouve ça important. On est tous inquiets. Alors, on en parle tout de suite après ceci. Merci beaucoup, Fred. Ça fait plaisir, Isabelle.